Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode 133 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçu dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. L'été arrive avec à l'horizon la rentrée en maternelle pour un de vos enfants. Et là, le stress de la fin des couches. Pas de panique, Rokia Ozen, qui est psychomotricienne et spécialiste de l'hygiène naturelle infantile, autrice du livre « Se passer des couches dès la naissance », vous explique tranquillement les étapes pour accompagner votre enfant. Acquérir la propreté, ne plus porter de couches donc, ne s'apprend pas en un week-end, malheureusement. Il y a quelques étapes à respecter et surtout, une communication à établir autour du sujet. Nos enfants ont leur propre rythme, à nous de respecter et de repérer les signes et les fenêtres pendant lesquelles ils sont disposés à s'y intéresser. Dans cet épisode, on axe beaucoup sur cette étape majeure de la continence, mais Rokia vous explique aussi toute la physiologie qui concerne leur développement. On y aborde également les petits accidents de nuit, aka l'énurésie ou les pipis au lit. C'est une conversation avec plein de petits tips très pratiques. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Rokia. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai traquée pendant longtemps et après j'ai fait une pause et après on s'est retrouvés. Donc merci de ta disponibilité. Je suis là avec plaisir. Alors on va parler d'un sujet qui te passionne. La première question c'est comment toi tu t'es intéressée en tant que psychomotricienne ou peut-être juste en tant que maman à l'hygiène ou en tout cas à la continence de ton enfant ou des enfants en général dans ton métier? Alors, il y a eu plusieurs expériences quand même de vie, bien sûr professionnelles, où je me suis dit que j'étais un petit peu limitée. J'ai trouvé un peu d'incohérence, tu vois, dans l'accompagnement finalement même des personnes âgées, même dans le monde du handicap, et puis des enfants où j'avais des familles qui se posaient des questions et moi j'avais pas de réponse. Pourtant, je connaissais le développement psychomoteur, mais j'avais pas de réponse. J'avais une idée reçue. Parce que c'est comme ça qu'elle a été transmise. Puis quand je suis tombée enceinte, donc ma dernière maternité, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile dans un podcast. Et là, j'ai fait, mais il faut que j'en sache plus. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un bébé de 3 semaines puisse éliminer comme ça, sur proposition. Enfin, en tout cas, éliminer ses urines et ses selles. Et bien sûr, je suis partie me renseigner. Et quand j'ai lu, quand j'ai découvert, je me suis dit que mais c'est totalement en lien avec le développement psychomoteur. Il me manquait quelque chose. Donc toi, dans tes études de psychomotricienne, jamais ça avait été abordé ce thème-là? Alors le thème, il a été abordé de manière très, je vais dire superficielle, totalement superficielle. On disait qu'il fallait que l'enfant il monte les escaliers, à partir de là on peut le faire. Ou sinon on était dans un autre courant de type l'enfant est dans le contrôle, c'est un cadeau qu'il fait, enfin voilà, quelque chose assez vieillot. Et pourtant quand j'ai refait mes recherches du coup pour mon livre, j'ai vu qu'on avait des cours de neurophysiologie sur les mécanismes d'élimination, mais je me rappelais pas. À l'époque, ça m'intéressait pas en fait, et je faisais pas le lien avec le développement psychomoteur. Alors, on nous apprenait une matière parce qu'il fallait savoir, mais
je me suis dit, en fait, c'est dommage de pas l'avoir relié. Alors, comment tu décrirais, toi, l'hygiène naturelle infantile, on appelle ça HNI? Alors moi, je la définis comme répondre aux besoins d'élimination donc de l'enfant via la communication, toujours, parce que l'hygiène naturelle infantile vient à la base de l'anglo-saxon elimination communication. Voilà, nous on l'a traduit en hygiène naturelle infantile. Et je rajoute quand même tout en respectant le rythme de l'enfant. Oui, donc en fait, dans la traduction française, on a complètement oublié un élément hyper important. Oui, totalement. La communication. Oui. Parce que tu ne peux pas proposer donc une hygiène naturelle infantile où on est à l'écoute des besoins de nos enfants sans communiquer clairement et instaurer un climat de confiance, en fait. Exactement. Et puis la communication, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que autant on va donner des outils de communication à l'enfant, donc on en connaît maintenant, je veux dire avec les signes, on peut donner des petits sons comme ça ou grrr, tu vois. Et en même temps, l'enfant il nous en montre et en fait nous on va se servir de ces signes de communication. En fait, on va valider ce qu'il nous dit, tout simplement, ce qu'il pleure, comment il s'agite, etc. On va valider ces signes-là. Je sais que toi, t'aimes pas tellement le terme HNI. T'en proposes un autre dans ton livre. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous le décrire et nous dire ce que c'est? Oui, j'appelle l'accompagnement du besoin d'élimination avec la communication, enfin via la communication, vers la continence en autonomie. Donc t'appelles ça l'ABC, c'est ça? Ouais, parce que je trouvais que c'était la base. Ouais, c'est. Et qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que justement, tu rajoutes ce mot communication? Oui, parce que l'hygiène naturelle infantile, avec le terme français, on a oublié le terme communication, et du coup, on est beaucoup sur les résultats. Et alors que quand je parle d'hygiène naturelle infantile, à ma manière en tout cas, j'accentue toujours sur la communication, sur les moyens qu'on offre, sur le fait qu'on est dans l'écoute de l'enfant. Et en fait, ça met aussi à même niveau que les autres besoins physiologiques primaires de l'enfant. En fait, c'est pas un besoin mal aimé, un petit peu quoi, mais voilà, c'est comme l'alimentation, comme le sommeil. En fait, l'enfant il nous communique et puis le besoin d'élimination c'est pareil. L'enfant il communique et puis voilà, on essaye d'y répondre au mieux. Qu'est-ce que c'est en fait le besoin d'élimination? Ça englobe quoi? Le besoin d'élimination, c'est le fait d'uriner, de déféquer. On va dire faire pipi, faire caca. Et donc c'est une fonction naturelle chez les enfants, Tout à fait. qui sont même réflexes, c'est ça, au début de la vie? Oui, moi je dis que finalement quand les enfants naissent, on est prêt en fait, puisque tout est prêt pour éliminer. On le voit même que tant que le bébé est dans le ventre de maman, il ne fait pas de caca. S'il fait caca, il faut faire attention, voilà. Mais normalement, le corps il est prêt en fait à éliminer ses déchets, donc ses urines et ses selles à la naissance. Par contre, après c'est où, comment, sur quoi, dans quoi, voilà, comment on fait. C'est comme l'enfant, il est prêt à manger, à téter, dès la naissance. Une selle quand on est enceinte, c'est signe de grand stress du nourrisson, donc il faut faire très attention. La première selle d'un être humain, c'est le méconium. Oui. Je te dis ça parce que ma première fille à la maternité, on lui a déclenché. On l'a comment? Déclenché le méconium? Ouais. D'accord. Alors qu'il ne vient pas forcément tout de suite, mais ça peut prendre du temps. C'est un tout nouveau corps qui vient d'être dans le monde. Ouais, d'accord. Je peux te demander comment ça a été déclenché? Je crois avec un thermomètre. D'accord. Mmh. Et pourquoi est-ce que le corps médical fait ça? Alors ça, j'en ai aucune idée. Il n'y a aucun intérêt. Non, j'ai pas eu cette expérience-là. En tout cas, pour le méconium, je sais que introduire, dans l'anus, ça arrivait il y a quelques années encore pour enclencher des selles, etc. Mais sur un tout petit bébé comme ça, un tout nouveau-né, je ne savais pas. Je le découvre avec toi, Clémentine. Oui, ça reste une expérience qui m'a un peu traumatisée, je t'avoue, de me dire que ma fille a vécu ça. Dans tout ton livre, tu parles de déconstruire des idées qu'on a autour de la continence, et notamment du terme propreté. Mmh. Est-ce que tu peux développer? Oui, alors il y a toute une histoire qui est quand même hyper intéressante, hein. Moi j'aime bien remonter dans le temps, mais la propreté, pour moi, elle l'empêche finalement de voir l'enfant comme un être qui a des compétences, qui va
acquérir des nouvelles, une nouvelle compétence, tout simplement, un nouveau savoir-faire. Alors que propreté, ça le réduit à un état, en fait, à une qualité, comme s'il est propre ou pas propre. En fait, ça empêche pour moi la mise en action des adultes autour de lui, de l'accompagnement. Enfin, de dire que l'enfant est pas propre, est propre. Et toute l'histoire, elle remonte, bien sûr, avec les premières crèches, où il fallait absolument rendre l'enfant propre dans le sens pas souillé, en fait, qui brille comme un sou, en fait. C'est plutôt ça. Et c'est pas tant l'accompagnement finalement à la base du besoin d'élimination, parce qu'à l'époque c'était encore une autre façon de faire. Et aujourd'hui on l'emploie pour la continence. Et je l'entends encore beaucoup. Qui est complètement différent, parce que finalement la continence c'est une compétence acquise par l'enfant. C'est ça. Oui. Et en plus, par exemple, dans les besoins fondamentaux de Virginia Andersen, donc qui est infirmière, elle distingue bien besoin d'élimination de besoin de propreté. Et propreté, c'est de la salissure sur soi, de sentir bon. Ça n'a rien à voir avec l'élimination. Est-ce que tu peux nous parler du développement physiologique des enfants en fonction de leurs âges ? Qu'est-ce qui est des étapes clés dans ces apprentissages-là ? En termes du coup d'élimination, alors, au tout départ, par rapport à l'élimination des urines, on parle de vessie réflexe. Voilà. Dans la littérature, on parle de vessie réflexe jusqu'à 1 an. Mais dans la pratique, avec l'hygiène naturelle infantile, on se rend compte que non. Puisque, en fait, la vessie réflexe, c'est l'arc moelle épinière cerveau. Donc, un arc plutôt court, un réflexe. Je veux dire, dès que l'enfant aurait une vessie suffisamment pleine, il va éliminer, un peu par surprise, on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, après cette première année, on passerait sur une vessie plutôt immature, amature. Je dirais rien que les termes déjà, ça montre qu'on n'a pas très confiance en l'enfant, mais ce sont les termes. Et là, en fait, on construit l'arc vessie-cerveau. Du coup, là, on va être dans une communication entre les deux organes qui va être de plus en plus précise. Et jusqu'à une vessie mature où en fait l'enfant est dans la maîtrise, mais maîtrise dans le sens où l'enfant va à la fois savoir relâcher ses sphincters et à la fois contracter. Donc, quand je parle de maîtrise, c'est dans ces deux sens-là. C'est pas le contrôle juste de la rétention. Parce que là aussi, c'est encore une idée reçue. Et donc, sur l'idée reçue, justement, de la maîtrise de ces sphincters, parce que l'école maternelle demande que l'enfant sache uriner sans avoir de couche, on a la sensation que c'est à 3 ans que l'enfant doit, je vais dire être propre, mais doit pouvoir faire pipi et caca tout seul. Alors que dans la pratique, c'est pas vrai de ce que toi, tu as observé et vu dans la littérature. C'est ça, en fait, l'enfant est capable bien plus tôt si on lui offre justement les expériences. Comme tout à l'heure, je parlais donc de circuit vessie-cerveau. En fait, avec la répétition de certaines actions, en fait, il y aura un circuit neuronal qui va se faire et il va se renforcer par la répétition de l'expérience. Et en fait, avant 3 ans, on va dire, on offre très peu d'occasions à l'enfant de construire cette expérience-là. Et on lui demande de la faire, je sais pas, en quelques semaines, quelques mois. Je veux dire, les sportifs, on sait que c'est avec l'entraînement qu'on gère mieux. En fait, que ça se crée, la facilité se fait avec le temps. C'est un petit peu mon combat, pour expliquer aux parents que, en fait, on peut prendre le temps bien avant, mais tranquillement. Un marathon, si je pourrais comparer, et on va pas faire un sprint à la dernière seconde, parce que là c'est là où il y a justement des petits problèmes qui peuvent survenir. Toi, tu l'as expérimenté avec tes enfants, donc t'as dès la naissance jamais mis de couche? Non, j'ai mis des couches et je mettais aussi des couches dans les moments où je sentais que j'étais pas disponible ou que je pouvais pas avoir tout le temps l'œil sur lui ou qu'on était à l'extérieur. Et d'ailleurs, moi j'ai pratiqué l'hygiène naturelle infantile avec un seul de mes enfants. Le premier, non. Le premier, c'était aujourd'hui il est un adolescent donc je connaissais pas. J'ai pratiqué l'accompagnement classique en fait où la nounou me dit bon va bientôt aller à l'école, on y va? Comme si j'étais pas capable, moi, en tant que mère, de me dire, et si on essaye un peu avant? J'attendais que quelqu'un me dise. Voilà. Donc là, c'était la nounou. Ça aurait pu être le médecin, ça aurait pu être, un autre adulte. Mais moi, je savais pas. Et là, pour le deuxième, quand j'ai fait l'hygiène naturelle infantile, j'ai fait avec couche aussi. Et des temps sans couche, quand je pouvais. Et puis, pour moi, l'hygiène naturelle infantile, c'est pas le sans couche. C'est le sans couche au moment où il fait pipi ou caca, parce qu'on retire comme une culotte. En fait, on apprend aux enfants, du coup, très vite à ressentir des choses dans leur corps et à se faire confiance. Oui. Donc, on est vraiment en plus dans la même mouvance. Tu sais, ça me fait penser au consentement, à
à dire bah là j'ai froid, j'ai pas froid, et c'est pas nous l'adulte qui dit bah si t'as froid là. Exactement. Non, là j'ai envie de faire pipi, je le sens, et l'adulte qui répond aux signaux. Donc qu'est-ce que ça peut être les signaux chez les tout petits? Alors, chez les tout petits, forcément, il va pas dire le mot pipi et caca, on rappelle quand même, mais il peut très bien nous regarder, battre des jambes, etc. Ça peut être une agitation ou ça peut être un regard dans le vide, les narines qui se dilatent. Souvent, les narines pour les selles, par exemple, on sent qu'il a un air concentré. Et après, les signes, ils évoluent. À savoir que ces signes-là, ils arrivent, puis à force d'en parler avec l'enfant, de valider ce qu'il fait, par exemple, ah tiens, t'es en train de battre des jambes, il y a quelque chose qui te dérange, tu as peut-être besoin de faire pipi. En fait, l'enfant, il comprend que la prochaine fois, s'il ressent la même chose, il va faire la même chose et je vais recommencer le même comportement et je vais le reproposer. Du coup, il y a beaucoup de signes que les enfants ils font au tout départ. Après, ils s'éteignent parce qu'on n'a pas répondu. Alors voilà. J'aime bien comparer avec d'autres signaux du corps qu'on peut faire et puis l'enfant, il va le répéter juste après. Donc c'est vrai que l'apport de la langue des signes adaptée au bébé, elle est hyper efficace pour la continence. Oui, moi je l'ai pratiqué aussi et j'ai bien vu que l'enfant était capable de signer pipi caca avant que le pipi caca arrive. Souvent on voit il signe pipi caca quand il est déjà dans la couche, mais en fait comme on a communiqué, on lui a expliqué ce qui se passe dans son corps et que ça veut dire qu'il y a un pipi, un caca qui arrive. En fait l'enfant va dire tant qu'à faire je vais le dire avant. Et puis après, il sait que je vais lui proposer sur le pot, les toilettes, etc. Donc l'enfant, il voit que son signal, enfin sa communication, elle est efficace. Et en fait, on continue dessus. Toi qui l'as fait avec un bébé en alternant couche et moment sans couche, comment est-ce que ça se passe concrètement quand tu tentes cette expérience? Raconte-nous. C'est ce que je dis aux parents. De toute façon, on appelle ça en hygiène naturelle infantile, mais voilà. En anglais, on va catcher, on va attraper le pipi. J'aime bien ce terme-là parce que il y a un moment, si on veut communiquer sur ce que l'enfant est en train de faire, on est obligé de retirer la couche au moins quelques fois. Parce que sinon, on va se dire, tiens, il est en train de faire pipi. Mais en fait, on n'a pas la preuve parce qu'il y a la couche qui cache. Du coup, il y a un moment, on se dit, bon, je vais retirer. On va le faire de manière safe. Et là, je vais donner le petit conseil. Et à partir du moment où on voit qu'il est en train de faire, c'est là qu'on communique sur ce qu'il est en train de faire. Et puis, une fois, 2, 3, 4 fois, il comprend que c'est ça, faire pipi, c'est ça, faire caca. Et les moments safe que je propose aux parents, c'est quand ils sont déjà en pot à pot avec l'enfant. Parce que, voilà, tant qu'à faire, on fait un pot à pot sans couche. Et on prépare avec un petit pot sous les fesses ou une bassine. Moi, j'ai tout fait. Je fais la bassine, le pot de glace, le pot pour voir. Et bien sûr, on peut mettre une serviette par-dessus, quand même, si on veut cacher les parties intimes de l'enfant. Et puis surtout, si on veut éviter le jet de pipi, pourquoi pas. Mais en fait, ça va se produire et puis on va être là pour communiquer à l'enfant ce qui se passe. Donc toujours verbaliser, expliquer. Là, tu sens une sensation, c'est ton pipi qui sort, ou là, tu es en train de faire caca. C'est ça. Nommer ce qui arrive dans le corps de l'enfant et le répéter, répéter, répéter. Voilà. Et puis après, un jour, on va prendre l'initiative de lui proposer. Et là, l'enfant, il va comprendre de quoi on parle. On va lui dire, tiens, et si on faisait pipi, si tu faisais pipi, on ramène le même récipient, par exemple. Comme ça, l'enfant, il sait de quoi on parle. On change un peu de position et on va lui dire le mot, on va lui signer le mot, on va lui faire le son ps, par exemple. Et là, l'enfant, il comprend ce qu'on attend de lui. Et du coup, il va le faire si c'était le bon moment. Si c'est pas le bon moment, il le fera plus tard. Est-ce que tu as la sensation que proposer cette approche de la continence, ça demande plus de temps et que c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers les couches pendant de longues années parce qu'il y a un côté pratique et gain de temps, ou dans ton expérience, t'as pas trouvé que c'était comme ça? Alors, moi, j'ai pas trouvé que c'était difficile dans le sens où j'ai bien pris conscience que c'était un processus. Mais j'appelle pas ça pour moi des hauts et des bas, mais je comprends qu'on veut appeler ça des hauts et des bas. Et puis moi, j'ai mon regard de psychomotricienne, je me dis tiens, il se passe, il y a un moment, il veut plus faire pipi dans le pot. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans son développement moteur qui fait que il est intéressé. Peut-être qu'il est en train de commencer à se retourner, il est en train peut-être de commencer à marcher à quatre pattes. Du coup, moi, j'ai bien conscience en fait de ce qui se passe à côté. Il fait que c'est pas un sujet provisoire, quelque chose que je vais proposer, et puis une petite lubie, puis j'arrête. En fait, je vais continuer à maintenir, même si je n'obtiens rien, entre guillemets, parce que peut-être que tout va se faire dans la couche ou tout va se faire sur ses vêtements parce qu'il n'a pas du tout envie de communiquer sur ça en ce moment. Mais moi, je suis toujours présente.
C'est lui expliquer que ok, t'es en train de faire pipi, la prochaine fois on fera. Et pour que ça soit simple, en réalité, c'est se donner des astuces au quotidien et le faciliter à travers des moments clés. Moi, je donne toujours les moments clés. C'est vraiment là où en fait on peut aider le parent. Et aussi surprenant que soit-il, les moments clés, ce sont également les moments clés de maman et de papa. Hein. Je veux dire, on se lève, on va aux toilettes, on va manger, on va aux toilettes, on rentre à la maison, on va aux toilettes, c'est tout en fait. Et si on allait avec l'enfant en même temps, c'est tout. Tu veux dire qu'ils sont comme nous? Pardon? Tu veux dire qu'ils sont comme nous? Ils ont le même rythme? Oui, en fait, on a les mêmes moments. En tout cas, le matin, c'est le même moment. Et puis, en fait, on va les intégrer. Et je compare ça avec les repas. Tu vois, au début, quand tu fais l'allaitement à la demande, t'as pas d'heure. Puis après, tu commences à introduire un rythme. Et puis l'enfant, il s'adapte à ce rythme-là. Et c'est pas mauvais en soi. Parce que même après, à l'école maternelle, il y a un rythme de passage aux toilettes. Donc, en fait, on le prépare bien avant. Imaginons qu'on est dans une situation où on a mis une couche tout le temps à notre enfant jusqu'à sa première année, ou jusqu'à ce qu'il marche. Et qu'au moment où il marche, on se dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait essayer de voir si on veut lui proposer le pot ou les toilettes, qu'est-ce qu'on doit mettre en place et comment ça fonctionne? En plus, c'est vrai que c'est souvent autour des 18 mois, il y a quand même cette fenêtre d'intérêt qui arrive parce que je pense que ça y est, l'enfant, il a marché. Il a fini son gros truc, sa grosse étape, son gros challenge de vie du haut de ses 18 mois. Et là, tout d'un coup, il va un peu se reconnecter un petit peu à ce qui se passe dans son corps. Parce que à la naissance, il c'est un être sensoriel. Hein. Donc, en fait, il a que ça à faire, entre guillemets, faire les liens entre ce qu'il ressent, la faim, si je pleure comme ça, qu'est-ce qui va arriver, maman va arriver, va me porter de telle manière ou pas. Donc, au début, il apprend très, très, très vite. Puis après, il va apprendre d'autres choses, parce qu'il va faire ses premiers déplacements. Et une fois qu'il a fini, on va dire, cette grosse étape-là et qu'on se dit qu'on est prêt, nous en tant que parents, parce que c'est plutôt les parents qui sont prêts, je précise, à se lancer, et bien là, l'enfant, il montre de l'intérêt à travers, il veut savoir ce qui se passe dans les toilettes, ne plus mettre de couches, ou le change, c'est un combat, en fait, il y a des moments un peu comme ça, on se dit, et si on passait à autre chose? En fait, voilà, si on passait à une étape autre qui pourrait l'intéresser. Et là, on peut juste commencer, par exemple, à changer l'enfant debout, puis à mettre un pot à côté, tranquillement. Et je précise aussi que l'enfant, c'est important qu'il puisse découvrir le pot ou les toilettes en dehors de la mission de faire pipi et faire caca au départ. C'est important qu'il s'habitue à cette nouvelle pièce secrète, on dirait, ou qu'il s'habitue à ce pot c'est une chaise percée pour lui, ça fait peur. Enfin, je veux dire, de s'asseoir dessus, qu'il maîtrise déjà la position assise. Il y en a qui vont faire à cheval, il y en a qui vont se mettre facilement en arrière. Et déjà, au moins, s'il a confiance dans le pot ou dans les toilettes, si on peut passer aux toilettes, pourquoi pas. Là, on pourra après commencer à faire, à le proposer lui qui s'assoit et qu'il y fasse pipi ou caca. C'est vrai que quand on est parent, on se rend compte que très vite, on peut plus aller tout seul aux toilettes, que c'est plus une pièce secrète, finalement, les toilettes. On aimerait que ça reste une pièce secrète, mais malheureusement, les enfants, ils ont très vite trouvé l'endroit où il fallait venir et à quel point c'était intéressant. Donc ça, c'est un signe quand l'enfant vient avec nous aux toilettes, nous suit, joue avec le papier toilette. Oui. Moi, mes filles, ma dernière, elle a 16 mois, mais elle a 2 grandes sœurs, donc dès qu'elle les voit aller aux toilettes, elle les suit. Ouais, évidemment, les autres, elles sont là, c'est mon intimité, pousse-toi. Donc, il faut jongler entre les deux, mais le fait qu'il y ait ses sœurs, ça l'intrigue encore plus. Ah oui, totalement. Et est-ce que, si je prends l'exemple de ma fille qui a 16 mois, elle pourrait être capable d'avoir acquis la continence vers 16-17 mois? Alors, comme je disais, c'est un processus, donc elle va commencer les choses. Donc, moi, je proposerais déjà de choper un pipi. Donc, pour choper un pipi, c'est soit, en fait, tu introduis une petite routine le matin. Tiens, on va aux toilettes, si c'est le matin. Il y a des parents qui me disent non, le matin, c'est trop la course. Je préfère le faire en rentrant de la crèche, par exemple. D'autres vont me dire, après le dîner, entre le bain, etc. Et en fait, le truc, c'est au moins choper un pipi ou plusieurs pipis. Et sinon, le moment le plus simple, c'est dans la douche. Quand l'enfant fait pipi un peu dans la douche, c'est le moment où on peut lui dire « Ah, t'es en train de faire pipi, t'as senti quelque chose, ça t'a peut-être chatouillé en bas, ça t'a tiré, t'as fait un pipi. » Et puis le lendemain, on recommence « Ah, t'as fait un pipi. Tiens, comment tu fais pour faire un pipi ?» Et puis en fait, on va lui dire « Ah oui, c'est comme ça. Donc je pense que tu serais capable de faire pipi. Tiens, sur le pot. » En fait, on va
vraiment amener petit à petit l'enfant. Et en fait, une fois que l'enfant comprend que c'est lui qui peut enclencher sa miction un peu à sa demande, il pourra le faire après sur le pot. Mais du coup, il faut d'abord choper un pipi un peu par hasard, quoi. Et donc, tu recommanderais, parce que là, on est au mois de juillet, de laisser sans couche les enfants et les laisser explorer leur corps là-dessus et de dire, bah tant pis, il y aura un pipi sur le canapé ou il y aura un pipi par terre. Mais au moins, l'enfant, il a expérimenté ça à l'air libre. Oui, on pourrait proposer ça, mais je trouve que tant qu'on communique pas, ça n'apporte pas de sens. Tu vois, vraiment la communication, parce que on peut laisser 3 mois l'enfant et faire pipi partout, mais si on lui dit pas, si on n'a pas chopé le moment où il a fait, on va lui demander t'as fait pipi, il va nous dire non, alors qu'il y a une flaque, il a fait, il y a pipi, il y a peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais lui, il ne sait pas, ça veut dire quoi faire pipi. Peut-être qu'il voit le pipi, c'est quoi, mais faire pipi, c'est ça en fait, c'est vraiment choper le moment. Donc si on veut laisser sans couche, pas de problème. Et si on veut mettre une couche, une culotte, couvrir l'enfant, pourquoi pas. Mais en ayant bien conscience que tant qu'on retire la couche, et ben qu'on soit présent, qu'on puisse le choper. Sinon ça n'a pas de sens. Mais donc, si un enfant a été accompagné dans la communication, comme tu dis, le processus depuis sa naissance à 18 mois, à quel âge à peu près ces enfants-là acquièrent la continence? Parce que c'est intéressant, dans ton livre, tu dis que c'est assez récent finalement qu'on demande aux enfants que à 3 ans. Avant, c'était bien plus tôt. Ah oui, totalement. Oui, avant, c'était normal, à 18 mois, on commençait. Aujourd'hui, ça semble hallucinant de commencer à 18 mois. Et je le dis vraiment par expérience, où je vois les parents qui sont confrontés avec soit les assistantes maternelles ou les crèches. On leur dit non, pas avant, c'est trop tôt, faut 3 ans. Et puis j'entends des parents qui me disent mais mon enfant il est né de décembre, il aura pas 3 ans en école maternelle. Comme si à 3 ans le corps il y avait un déclic. Alors qu'en fait c'est vraiment par la répétition de l'expérience. Donc on peut vraiment commencer tôt, vraiment si on peut appeler ça tôt. C'est toujours relatif. Et là encore ça dépend des critères, encore des parents. Moi, je précise bien parce que il y en a qui vont dire que mon enfant est propre parce qu'il se retient la journée. Je dis ah oui, moi c'est pas trop ça. Voilà. Et d'autres ils vont dire il est propre parce que il sait quand il ressent le besoin de faire pipi, il va tout seul au pot, il va aux toilettes. Et d'autres qui vont dire mon enfant il sait mais il y va pas. Il a besoin de moi encore en tant que parent pour lui dire d'y aller. Et c'est normal au tout départ. L'enfant il a encore besoin qu'on lui propose régulièrement, et à savoir qu'on propose régulièrement en maternelle. Hein. Donc vraiment la pleine autonomie, elle vient pas en un claquement de doigts, même si l'enfant a fait l'hygiène naturelle infantile. C'est vraiment le processus. Et est-ce qu'il y a aussi des différences de caractère, de personnalité, de physiologie chez chaque enfant, ou non, on est quand même tous bâtis, faits de la même manière? Alors du coup, en théorie, oui, on est tous bâtis de la même manière. Et puis, comme je disais, c'est par l'expérience, les circuits vont se créer. Et aussi, on peut dire que en l'absence d'expérience, il y a un autre circuit qui se crée. C'est le circuit pipi dans la couche. C'est ce circuit-là qui est renforcé. Et donc du jour au lendemain, on lui dit tu arrêtes de faire pipi dans la couche, je veux pas, ou c'est pas bien. Enfin, des fois, on entend des choses comme ça, et c'est pas du tout dans ma façon d'aborder. Et l'enfant il comprend pas parce que lui ça fait toujours, on lui a toujours autorisé. On voit des enfants qui vont faire caca par exemple, c'est souvent ça. On voit des enfants qui font caca avec la couche sur eux et on leur laisse faire. On dit vas-y fais caca. Oui, ok, il fait sur lui dans la couche et puis un jour on décide que non. C'est ça. Surtout si la fenêtre, comme je te disais, vers 18 mois, il y en a d'autres qui peuvent arriver parce que ça s'ouvre et ça ferme en fonction des autres acquisitions à côté. Cognitive, en termes de motricité aussi, et des fois on ne sait pas quand est-ce qu'elle va réapparaître. Et du coup il y a la pression de l'école, le timing, et c'est là qu'on va provoquer l'ouverture de la fenêtre. D'accord, donc du coup là ça veut dire qu'on respecte pas du tout la physiologie de l'enfant, en tout cas son rythme. Comme tu dis, on provoque la fenêtre parce que il y a une deadline et une obligation d'amener son enfant qui serait propre à l'entrée en petite section. Alors que si ça se trouve, sa fenêtre, ça sera 2 semaines ou 3 semaines après, ou c'était 1 an avant. Mais comme on sait pas, pour autant, on peut quand même lui proposer justement en chopant, parce qu'en fait, dans tous les cas, il fait tout le temps pipi. Enfin, dans la journée, il y en a plusieurs. Et en fait, on peut se baser sur ce moment-là. Et en fait, on va valoriser. C'est comme si ton enfant, il a appris, je sais pas, à assembler 2 puzzles. Et en fait, on lui dit, waouh, c'est ça qu'on te demande de faire. En fait, c'est pas comme s'il y avait pas d'occasion.
de lui proposer. Donc vraiment le coup de la douche, le coup du matin. Un jour il fera pipi au pôle une fois le matin, puis le lendemain au même moment, puis le lendemain aussi. Et puis il va se dire ouais c'est chouette et on va recommencer. Puis après on va reproposer un autre moment. Et en fait on va augmenter petit à petit. Et ma deuxième, elle maîtrise sa continence la journée, donc elle a un peu plus de 2 ans et demi. En revanche, la nuit, on lui a proposé plusieurs fois, est-ce que tu veux sans la couche, est-ce que tu es OK qu'on te la mette ou pas? Et elle dit non, alors que ma grande, par exemple, elle disait toujours oui. Elle, la nuit, elle a tout de suite été OK avec sans couche. Est-ce que les enfants qui veulent pas la nuit, c'est parce qu'ils se sentent pas capables ou parce qu'ils ont peur, ou c'est quoi la différence entre jour-nuit? Oui, alors quand un enfant dit qu'il veut retirer la couche, moi je pars. Ok, on te suit, voilà. Ah oui, c'est sûr. Et après, on prépare l'environnement avant et on lui explique ce qui peut se passer éventuellement la nuit. On n'est pas en train de dire que c'est pas grave s'il y a un pipi, parce que peut-être que l'enfant va trouver ça plutôt grave, dérangeant, mais on va lui dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation le lendemain. Et quand un enfant ne veut pas, c'est peut-être en effet que il se sent pas encore capable, il a peut-être pas confiance. Et en général, je vais beaucoup interroger sur la journée. Est-ce que ça va être une petite fille qui va aux toilettes à la dernière minute? Donc peut-être qu'elle n'arrive pas à ressentir un peu les signaux qui arrivent bien avant, pour que pendant la nuit, elle puisse les ressentir aussi. Parce qu'on ne ressent pas la même chose. C'est beaucoup plus étouffé la nuit, nos signaux. Du coup, peut-être qu'elle n'a pas encore confiance en ses sensations. Donc vraiment, je travaille sur les sensations. Et d'où la communication. Mmh. Ok. Et est-ce que ça peut pas être un signe de je m'accroche un peu à ma couche parce que ça fait un peu bébé aussi et... Peut-être aussi, en effet, on peut se poser ces questions-là. Il n'y a pas juste une seule réponse, c'est ça qui est chouette. Parce qu'on le sait aussi, ça peut être signe de régression quand d'un coup on était propre. J'utilise les termes que tout le monde utilise. Et que d'un coup il n'y a plus, les enfants, c'est pas linéaire finalement leur apprentissage. C'est ça. Et parce que des fois on reste dans un statu quo. Tu vois, on dit ça va passer, et alors qu'en fait l'enfant il est en train de nous montrer que y a un truc qui me convient pas, ça me va pas. Je sais très bien ce qui est attendu, mais voilà, l'enfant est en train de demander qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider. Mais l'enfant il a pas la solution, et là le parent il peut intervenir, il peut accompagner et demander à l'enfant d'accord, alors on peut mettre la couche encore, mais tu sais peut-être si je mets un pot à côté de toi, même si tu as la couche, peut-être que tu sais que si tu ressens le besoin pendant la nuit, tu pourras peut-être aller t'asseoir au pot. Il est juste à côté, au pied du lit, par exemple. Ou on peut lui dire, on va mettre des petites lumières. En fait, on va essayer de créer un environnement qui va permettre à l'enfant d'avoir assez confiance pour après lâcher la couche. Au final, la clé, je me dis, dans la continence, c'est que nous, les adultes, on soit à l'écoute et on mette pas la pression. Parce que j'imagine que cet entonnoir d'avant l'entrée en petite section, ça stresse tous les parents, évidemment. Pour ceux pour qui c'est pas le cas avant l'été, on va dire, et qui se disent l'été, allez, on y va, et on va forcer un cycle qui est pas naturel pour l'enfant. Oui. Et donc, notre attitude, elle a une influence directe, finalement, sur leur stress à eux. Ah mais oui, totalement. En plus, l'enfant, quand il peut être stressé, il peut faire justement un peu plus de miction. En plus, voilà, parce que il est stressé, il est en mode survie, réflexe, ou bien en plus pendant les vacances, parfois on change trop d'environnement. Du coup, on peut pas mettre encore les routines, les moments, parce que des fois on rêve, on va faire la grasse mat, on va rêver, et l'enfant finalement il aura déjà fait pipi du matin au lit, dans sa couche. Enfin, du coup, on a du mal un peu à mettre une bonne routine qui va donner confiance à l'enfant. Je préfère encore qu'on fasse, par exemple, un petit peu avant, où en fait on a encore le rythme de la journée, les mêmes rythmes, et ça change pas. On a juste introduit une nouveauté, et après l'enfant il a confiance, parce que pendant les vacances ça dépend. Mais quand il y a trop de changements de rythme, ça fait trop d'apprentissage pour l'enfant. Est-ce que l'apprentissage de la continence, c'est quelque chose de genré? Est-ce qu'il y a des différences entre les petits garçons et les petites filles? Ah oui, totalement. Au début, non. Au début, souvent, on demande à l'enfant, garçon et fille, de s'asseoir au pot. Puis, parfois, on va demander à l'enfant, au petit garçon, de faire pipi debout. Et après, on se demande pourquoi il sait pas faire caca. En même temps, il est moins assis. Il a pas cette expérience-là, parce que il avait une couche, donc peut-être quand il fait caca dans la couche, il fait debout. Maintenant, il fait pipi debout. En fait, on va lui réapprendre à s'asseoir, à faire caca assis. Que ça soit petit fille ou petit garçon, en fait, aussi, quand ils ont la couche, ils apprennent des fois des mauvaises positions. Et il faut rééduquer, entre guillemets, cette position-là pour que l'enfant ait assez confiance au fait de faire caca et pipi autrement que debout. Et autrement que dans la couche, et autrement que, voilà. C'est tout un réapprentissage.
Donc là, c'est lié clairement à la position physiologique où homme-femme, on n'a pas la même façon de faire, encore que on peut faire pipi debout. Exactement. Et je propose, quand ils ont des petits garçons, de quand même de faire en accroupi. C'est mieux pour le périnée, etc. On sait jamais s'il y a des selles et ça va avec. Et puis, voilà, on continue comme ça, même en école maternelle. Souvent, il y a encore des petites toilettes. Après, les urinoirs, ça dépend des écoles encore en maternelle. Les enfants, quand ils commencent à aller se cacher pour faire caca, donc on sent tout de suite qu'ils savent que c'est un peu quelque chose d'intime et qu'on veut pas les déranger. Pourquoi ils ont ce réflexe-là? Ça vient d'où? Je pense qu'ils ont besoin juste d'être tranquilles parce ils doivent savoir qu'ils ont besoin d'un environnement où ils sont relâchés, détendus pour faire caca. Donc ils vont plutôt aller se cacher dans un coin et justement ça c'est une fenêtre à prendre quelque part. On se dit tiens mon enfant est en train de faire caca dans un coin donc on a une opportunité de choper un caca finalement parce qu'on le sait. Il est en train de nous montrer, on lui dit ah tu vas te cacher, tu vas aller faire un caca. D'accord. Avant de te cacher, tu as senti quoi? T'as senti un petit peu que t'avais mal aux fesses, t'avais mal au ventre? Ah d'accord, c'est un signe annonciateur de caca. Et après on va un peu déplacer la cachette, peut-être dans la salle de bain et après peut-être dans les toilettes. On va dire si tu veux on peut créer une cachette dans la salle de bain. Tu seras aussi tranquille plutôt que derrière le canapé ou derrière le rideau. En fait vraiment on suit l'enfant en fonction de ce qu'il nous montre. Ça va pas être à partir du non fais pas ça là. Non mais t'aurais dû me dire avant. En fait il est en train de nous le dire qu'il est en train de faire caca. C'est ça. Donc, en fait, est-ce que tu pourrais nous décrire, toi, en tant que spécialiste, les fenêtres qu'on peut reconnaître en tant que parent? Oui, je disais qu'un déjà un enfant vers 18 mois, souvent, c'est vraiment au moment du changement. Ça, c'est typique. Là, l'enfant, il veut plus être changé, allongé. Il a besoin de changer, de découvrir autre chose. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Ensuite, tiens, pour cette anecdote-là, l'enfant qui va se cacher, on peut lui dire, on peut considérer ça comme une fenêtre. On peut voir aussi d'autres fenêtres, comme un enfant qui veut plus la couche, mais qui serait peut-être tenté par des culottes. Voilà, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment des petits signes subtils. Et en fait, en y répondant, par exemple, s'il veut plus la couche mais il veut la culotte, ça veut pas dire que dès qu'il met une culotte, qu'il va toujours tout faire pipi et caca au pot. Mais au moins, on l'a accompagné. On l'a soutenu dans cette étape. Ok, tu veux tester? On peut mettre des culottes pendant le matin, parce que je suis à la maison avec toi. Et après, on remettra la couche quand on va dehors, parce qu'il n'y a pas de toilette dehors. Enfin, vraiment, en fait, on va ajuster tout le temps l'enfant. Il n'y a pas de switch on-off. Il n'y a pas un grand changement comme ça. C'est des petits signaux qu'on doit repérer. Voilà. En fait, on accompagne petit à petit et on se met pas la pression, puisqu'on se dit pas, tiens, je vais mettre une culotte, demain elle fait pipi, elle fait caca au pot. C'est juste, on met une culotte, on chope un pipi, on continue le matin notre petite routine, voilà. Et puis on peut le dire, comme tu as fait pipi, on peut te mettre une culotte. Normalement, pendant l'heure qui suit, il y a pas de pipi. Et puis s'il y a un pipi, on lui explique. Et puis on lui dit comment faire. La prochaine fois, on y va ensemble. Et sur les temps de sieste, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Pour les temps de sieste, c'est un peu comme la nuit. Si l'enfant ne demande pas de remettre la couche, parce que supposons que la journée il est en culotte, du coup là c'est l'autre passage. C'est, viens, on va te mettre une couche pour la sieste. Et en fait, si l'enfant dit non, j'ai pas envie, on va le suivre. On va lui expliquer ce qui peut se passer. Donc pendant que tu dors, peut-être que tu vas avoir chaud, tu vas peut-être avoir envie de te débattre un petit peu, tu vas peut-être être un petit peu réveillé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dérange dans ton corps. Et souvent ça peut être un pipi. En fait, on va vraiment donner du sens à ce qu'il ressent, à ce qu'il fait comme comportement, et c'est pareil pour la nuit. On peut expliquer à nos enfants c'est quoi les signes annonciateurs d'un futur pipi. Donc ça peut être des signes physiques, ça peut être des signes, même des fois je dis, ce qui arrive souvent, c'est quand on dort et qu'on rêve de toilette, quoi. Je veux dire, il y a mieux comme rêve. Et là je dis, ah ouais, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans mon corps qui me dit d'y aller. Et en fait, une fois qu'on dit à l'enfant il a les clés pour lui. Il se dit, ah oui, d'accord. Ça veut dire ça. Parce que quand on lui demande le matin, il dit, je sais pas. Donc, vaut mieux prévenir avant, tu vois, un petit peu lui dire, c'est comme un aliment. Attends, il va être un peu sucré, il va être un petit peu acidulé. On prévient l'enfant si on veut pas qu'il le prenne mal, simplement, et qu'il soit surpris, qu'il y ait une expérience désagréable. Je me rends compte, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que ma deuxième, elle a switché des couches à la culotte il y a 3 semaines ou 1 mois, suite à un long week-end où je me suis dit, allez, pendant les 4 jours, je te mets sans couche, on est dehors et je vais t'aider, il y aura des ratés, c'est pas grave. Et je me suis dit, elle a appris vite, mais en fait, c'est pas vrai, parce que ça fait depuis qu'elle a 18 mois où elle signe pipi caca, où elle va un peu au pot, elle regarde sa sœur,
où elle a essayé plusieurs fois sans couche, mais elle avait mis des culottes, tu sais, des culottes couches là. Des mais au pull-ups. final, pour elle, c'était pas génial parce que non, tu sais, des couches intégrées, c'est pas des pull-ups, c'est pas des jetables, c'est des laves. Mais au final, ça lui donnait une mauvaise sensation parce qu'elle avait l'impression d'avoir une couche, mais ça retient pas aussi bien qu'une couche. Et en fait, oui, je me rends compte que c'était un processus. C'est que c'était les 4 derniers jours parce qu'elle était prête et que j'étais avec elle et que je l'ai accompagnée, qu'elle était en sécurité à la maison. Mais ça vient pas en 4 jours, clairement. C'est marrant. Oui, exactement, c'est ça. Il y a eu des petits signes, tu l'as accompagné un petit peu étape par étape. Et voilà, c'est arrivé parce que tu as aussi quelque part provoqué un peu le moment, comme on a dit tout à l'heure. C'était le moment où tu avais un week-end, il faisait beau, et tu étais disponible pour expliquer à ta fille. Et puis voilà. Et oui, elle voulait, parce que je lui en avais parlé. Est-ce que tu veux qu'on enlève la couche? Elle a dit oui. Sinon, j'aurais même pas essayé. Tu vois, la nuit, elle ne veut pas enlever la couche, je lui enlève pas. Exactement, garde encore. Ça me fait déjà une enfant sans couche en moins, c'est bien. Oui, c'est ça. Quand on a plusieurs, voilà, c'est ça. C'était trop là, c'est bien. Et du coup, maintenant, tu m'as donné je vais essayer d'aller gérer les fenêtres de ma dernière pour que peut-être plus tôt que je crois, elle puisse être bien sans couche. Et si on parle de l'énurésie, justement, des enfants qui ont acquis la continence, mais qui continuent de faire pipi au lit, c'est dû à quoi? Alors, toujours la première question, je demande si maman ou papa ou voilà, ou s'ils savent, bien sûr, il y a eu des antécédents justement dans leur famille d'énurésie. Moi, jusqu'à 12 ans, je peux le dire déjà. Déjà, s'il y a ça, on se dit qu'il y a une grande probabilité. Et à partir de là, pour moi, mon accompagnement, il est différent. Parce que je vais plutôt axer sur la confiance en l'enfant, sur les stratégies environnementales, etc. Et pas tant dans tant de semaines, dans quelques mois, c'est sûr qu'il n'y aura plus de pipi. Je peux pas le garantir quand il y a un facteur héréditaire. Par contre, vraiment, je travaille sur la confiance. Et j'explique que c'est comme les yeux bleus de maman. C'est un cadeau, si on veut, mais voilà. Et ça passe beaucoup mieux parce que souvent, il y a un tabou quand même autour. Tu vois, des fois, l'enfant ne sait pas que le parent avait ça. Et des fois, les parents savent pas, ils ont oublié. Il faut redemander aux grands-parents, etc. Du coup, ce facteur héréditaire. Et l'autre question que je pose toujours, c'est la journée. Est-ce que votre enfant va à la dernière minute aux toilettes? Tu vois, moi, j'aime bien parler de trois niveaux d'appel de la vessie. Et en fait, c'est comme si il n'entendit que le dernier appel, l'appel où la vessie, elle a vraiment appelé très très fort. Et là, il faut y aller. Alors qu'avant, elle envoyait un message, une petite notification, tu vois, et qui prévient de se préparer pour aller aux toilettes. Et c'est ça en fait. Ça, c'est un grand signe. Et du coup, dans ce cas-là, je propose aux parents de travailler sur les premiers signaux avant. Que l'enfant se rend compte que s'il joue et que tout d'un coup, il a une pensée par exemple qui part à vite, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose dans son corps. Peut-être qu'il devrait aller vérifier ou plutôt d'attendre la dernière seconde, la dernière minute pour aller aux toilettes. Mais ça, c'est pas facile. Moi, j'ai remarqué avec mes filles, si elles attendent le dernier moment, je suis obligée de leur expliquer que c'est mauvais pour le corps, en fait, de retenir que notre corps, s'il nous envoie le signal, c'est qu'il est prêt et qu'il a besoin d'éliminer. Mais on le sait tous, les enfants qui sont plongés dans un jeu et qui se disent c'est bon, je préfère jouer que... Ou ma fille qui va me dire j'ai envie de faire pipi, je dis vas-y. Non, j'y vais pas maintenant. Bah si, en fait, tu vas y aller maintenant. Et c'est marrant comment parfois ils ont une tendance eux-mêmes à se dire c'est pas grave, c'est bon, j'ai senti, j'ai verbalisé, mais je vais pas y aller. Et puis, des fois, il y a les modèles aussi autour. Hein. Tu veux dire que nous, les parents, on attend le dernier moment? C'est ça, tu attends le dernier moment? Petite, oui, parce que tu vois, moi, j'ai eu de l'énurésie jusqu'à mes 12 ans et j'ai eu la chance, je sais que mes parents ne m'ont jamais ni forcé, ni mis la honte, ni puni, ni quoi que ce soit. Ils m'ont toujours dit que c'était à mon rythme. Et moi, je me souviens de rêver que je faisais pipi, en fait. Et sauf que je faisais vraiment pipi, je rêvais pas. Ouais, c'est ça. Et ça s'est arrêté à 12 ans, moi en colonie de vacances, parce que je pense que là j'étais assez grande pour me dire allez stop, je peux plus faire pipi au lit, c'est pas possible. Je dois sûrement avoir un truc héréditaire pour mes filles. Mais c'est vrai que ça aussi, je pense que chez les mères, notre connexion à notre vessie après avoir eu des enfants, avec le périnée, tout ça, ça se retravaille avec des sages-femmes. Du coup, devant nos enfants, on a été déconnectés nous-mêmes de ces sensations-là, et que si on l'a pas bien fait en travail de rééduc du périnée avec les sages-femmes, c'est vrai que c'est le modèle qu'on montre à nos enfants, quoi, qu'on attend le dernier moment. Exactement. Et d'autant plus, on parle aussi de constipation, tu vois, chez les enfants, mais aussi constipation chez les mères.
Je précise parce que, voilà, dès qu'on a donné à manger, on va peut-être faire autre chose, on va ranger, parce que c'est le seul moment où on fait la vaisselle. Et c'est vraiment pratiquement à 100% quand je demande aux mères, quand vous sentez que vous avez besoin de faire caca, vous y allez. Non, en fait, elles finissent leur vaisselle parce qu'il n'y a pas d'autre moment. Et après, ça y est, elles ont le temps d'aller aux toilettes, mais le réflexe, il est passé. Et du coup, ce sera une nouvelle selle, sauf qu'entre-temps, les selles qui devaient descendre, clairement, elles remontent. Elles durcissent, elles s'assèchent, et bonjour à la prochaine élimination. Et les enfants aussi, ils peuvent reproduire ce genre de schéma parce que déjà ils savent pas, en fait ils apprennent. Alors que si on leur dit tiens, t'es en train de faire caca, on lui dit pas tu te retiens, on me dit tiens, détends-toi, tu y vas. C'est le plus important. Voilà, c'est un besoin. Avec le temps, j'ai aussi changé de vocabulaire. J'évite de parler d'envie parce que quand on demande à un enfant comme ta fille, non, je préfère jouer, quoi. Oui, qu'est-ce que t'as envie? Jouer, clairement. Voilà. Faire caca, alors que si t'as besoin de boire, t'as besoin de manger, ça passe bien. T'as besoin de faire caca, t'as besoin de faire pipi. Ça va reconnecter l'enfant à ses besoins, en fait, fondamentaux. Oui, le vocabulaire, les mots qu'on utilise ont un impact et une importance dans leur connexion neuronale, comme tu dis. Oui, totalement. C'est comme pour la soif, si tu invites ta fille à boire et qu'elle veut pas, pareil, tu vas peut-être lui donner des fignours, mais franchement, j'ai l'impression que tu as beaucoup transpiré, il fait très très chaud. Tu vois, tu as des gouttes de sueur, tu as la gorge qui pique peut-être. S'arrêter, se poser des questions, ça veut dire que ton corps te dit qu'il a soif. Et hop, c'est un besoin de boire. Parce que sinon, elle serait encore en train de jouer sur la balançoire et au toboggan. Et quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, que ce soit pour les adultes ou même pour les enfants, choisir un pot physiologique ou des toilettes physiologiques, ou en tout cas rehausser les genoux, donc mettre un petit tabouret, ou je sais pas comment on appelle ça. Un marchepied, souvent. Un marchepied, voilà. Il y en a toutes mes toilettes. Et moi, j'apprends à mes filles de dire non, tu dois avoir les genoux relevés, tu peux faire le cheval, tu vois, de pas pousser quand elles arrivent pas à faire caca, de faire pour... plutôt, de relâcher. Relâcher les sphincters. Et ça, c'est aussi une éducation qu'on doit leur enseigner. Enfin, moi, j'ai appris qu'il fallait mettre un marchepied quand j'ai eu un enfant, en fait. Oui. C'est les sages-femmes qui m'ont dit... Mais tu te dis, c'est fou quand même, j'ai passé 30 ans de ma vie à pas relever les genoux alors que c'est pas une position physiologique, à sûrement galérer à aller à la selle alors qu'il suffisait juste de mettre un marchepied. C'est ça. Et oui, comme tu dis, on va leur donner ces clés de bien-être, en fait, pour leur propre corps, et après, elles vont l'adopter, les enfants, ils vont l'adopter ailleurs. Quand ils grandiront, etc., ils voient que c'est comme ça. Et puis, malheureusement, après, quand on n'en a pas, là, on peut être en difficulté, on sait plus faire, parfois. Les poubelles de toilettes ou de salle de bain, ça marche très bien quand on n'a pas de marchepied. Je suis d'accord. Est-ce que, si on doit terminer, il y a quelque chose que tu voudrais faire passer comme message clé sur la continence qui est vraiment le plus important pour toi? Vraiment, le message clé, c'est déjà en termes de prévention, c'est que si on voit qu'il y a quelque chose qui est désagréable, qui est douloureux, qui s'installe, on se dit pas que ça va passer. Parce que souvent, on va nous faire croire que ça va passer, mais pour que ça passe, il faut ajouter des nouveaux éléments dans le quotidien. Sinon, ça change pas. Il n'y a pas de raison que ça change. Du coup, rien que ça, c'est important parce que malheureusement, il y a trop de demandes un peu tardives où il y a des comportements de douleur qui s'installent. C'est traumatisant, des fois, pour les enfants, d'aller à la selle, notamment. Du coup, rien que ça. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui est pas agréable, douloureux, on fait attention. Et après, l'autre chose, c'est on va se faciliter le quotidien en faisant en sorte que l'enfant il prend notre rythme aussi. C'est vraiment le truc qui aide les familles à se lancer déjà, parce que sinon les familles se disent il faut absolument que j'observe tout le temps mon enfant, je peux pas, j'en ai 4. Oui, mais en fait si on les emmène, allez, on rentre du parc, on va tous aux toilettes, ça va le faire. C'est comme à l'école. Et il y a pas vraiment de grands secrets. C'est par l'imitation. L'enfant, il va faire comme nous. Il dit, c'est le moment. Quand on est parent, on dit aussi qu'on va aux toilettes. Et tant qu'à faire, on dit ce qu'on ressent. Ça aussi. Par exemple, tiens, j'ai un peu mal au ventre. Je sens que ça va descendre. On donne les mots. Ça me tire un peu. Ça, voilà. Et l'enfant, il comprend que les sensations des adultes peuvent être les mêmes que les siennes. Merci beaucoup, Rokia. C'était hyper intéressant. J'espère que ça va aider avant l'été à pas stresser les parents et à se dire que repérez la fenêtre pour votre enfant et tout se passera le plus tranquillement possible. Rien que ça, et communiquer. Merci Rokia, à très vite. À très vite, merci. C'était Rokia Ozen, psychomotricienne, autrice du livre « L'hygiène naturelle infantile, se passer des couches dès la naissance ».
Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp notamment. Alors un très grand merci. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Si vous cherchez un épisode, rendez-vous sur www.lamatrescence.fr. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.